Bien, chers amis, bonjour, asseyez-vous. N'hésitez pas à prendre place pour cette fabuleuse table ronde sur les maladies chroniques. Donc, Monsieur Couillard, vous êtes dissipé. Alors, le 13 janvier dernier, le Premier ministre a confié à un député, Cyril Isaac Sibyl, à chaque fois je bute sur son nom, une mission sur la prévention. Et alors, à quelques mois de la remise du rapport, il a souhaité partager avec la presse ses premiers constats assez sévères sur l'état de la prévention en France. Donc il a dressé un premier constat finalement sur l'ambition politique, en affirmant que la France n'avait pas de politique de prévention. Il a fait un deuxième constat sur la méthode, en indiquant que finalement on avait une politique de soins et pas une politique de santé. Et enfin, il a fait le constat d'une incohérence entre les données de la science et les décisions publiques, en affirmant que sur le sujet de la prévention, des millions d'euros étaient dépensés sur la recherche, mais qu'on n'écoutait pas les résultats. Eh bien, ces constats, les CHU les partagent. Et c'est pourquoi, il y a 2 ans, sur ce même stand, les CHU ont signé une charte d'engagement pour la prévention, avec 4 engagements principaux. Tout d'abord, faire de chaque contact avec l'hôpital un moment de prévention. Faire également, assumer une responsabilité populationnelle de la prévention pour les citoyens d'un territoire, mais aussi pour les professionnels de santé de ce territoire. Faire de l'intérieur des CHU, dans une dynamique One Health et santé globale, un espace de promotion de la santé. Et enfin, appuyer toutes nos actions sur une évaluation, les données de la science, et développer une recherche en prévention. À côté de ces engagements, il y avait également un plaidoyer pour le financement de la prévention à travers le développement d'un compartiment objectif de santé publique avec des objectifs précis et dédiés sur la prévention. Et enfin, le souhait de voir une mission d'intérêt général dédiée à la prévention et confiée au CHU ou plus globalement aux établissements support de groupements hospitaliers de territoire, de manière à ce qu'ils mettent à disposition de tous les professionnels du territoire une expertise et une possibilité de développer la recherche. Alors où est-ce qu'on en est 2 ans après ? Eh bien, finalement, la France continue à consacrer un montant important de son budget à la santé. C'est 12% du produit intérieur brut, pour des résultats qui restent décevants, voire médiocres, puisque la France est à la 11e place des pays européens pour l'espérance de vie en bonne santé. Que 9 millions de Français vivent dans un désert sanitaire. Et puis la FHF a présenté il y a quelques mois les délais d'accès à la santé, et on voit que accéder à un médecin généraliste, accéder à un médecin spécialiste est toujours un petit peu plus compliqué. Alors pourquoi finalement s'engager dans le suivi des pathologies chroniques, à en faire un sujet particulier? Eh bien parce que nous nous trouvons confrontés à une double perspective un peu effrayante, qui est qu'à horizon 2040, un Français sur 3 aura plus de 60 ans, et un tiers des Français sera atteint ou sera suivi pour une pathologie chronique. Donc on voit bien que finalement le rythme de dépenses consacré à la santé va continuer, si on ne change rien, à s'accélérer. Et on a déjà 2 points d'écart entre l'évolution de l'ONDAM annuel et l'augmentation du rythme des dépenses. Alors par rapport à ces enjeux, eh bien finalement les CHU ont des solutions à proposer, et c'est ce qu'on va vous présenter dans la première partie de cette table ronde. Et puis on ira plus loin dans la deuxième partie pour voir comment, à partir de ces exemples-là, on peut faire système. Donc
Professeur Gabriel Sarlon, vous êtes cardiologue de formation et vous êtes actuellement chef de service de médecine vasculaire et d'hypertension artérielle à l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Vous y défendez avec conviction le développement de la prévention, en particulier pour les maladies cardiovasculaires des femmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous faites ? Donc en effet, là, le constat que vous nous faites est assez glaçant et donc je vais essayer de vous montrer quand même qu'on arrive à faire des choses, y compris au CHU. Donc en effet, moi je suis cardiologue de formation et très tôt, je me suis passionnée pour la médecine vasculaire. La médecine vasculaire, c'est une spécialité qui est finalement pas si vieille que ça, puisqu'elle est spécialité depuis 2017. Et je me suis passionnée pour cette activité parce qu'elle est au carrefour de plein de spécialités. Le cœur, la neurologie, la chirurgie vasculaire, la néphrologie, parce qu'on traite les artères et les veines, c'est-à-dire toute la plomberie du corps. Et quand il y en a une qui dysfonctionne, eh bien forcément, en fait, on va avoir une activité qui est très transversale. Et la deuxième chose qui m'a fait me passionner pour cette spécialité, c'est qu'en fait, on va pouvoir voir très tôt des anomalies qui ne sont pas encore des maladies. Par exemple, en écho-doppler, on va regarder les artères et on va voir très tôt une anomalie avant que la maladie ne survienne et on va pouvoir du coup initier un traitement. Ou quand on mesure la pression artérielle, quand on la dépiste et quand on la traite, on va éviter un AVC. Et donc, c'est les deux choses qui m'ont donné envie de faire cette spécialité. Il y a peu de CHU en France pour lesquels il y a un vrai service de médecine vasculaire. Il y a Paris, à la HEGP, il y a Toulouse, il y a Montpellier. À Angers, c'est plutôt une plateforme en fait, d'exploration et de consultation. Et à Marseille, en fait, il n'y avait pas de service de médecine vasculaire. C'était une activité qui était éparpillée en cardiologie, en chirurgie vasculaire et dans d'autres spécialités. Et puis, de par l'évolution de ma formation et de ma carrière hospitalo-universitaire et avec l'arrivée de notre merveilleux directeur général François Crémieux, qui m'a fait confiance avec aussi notre PCME Jean-Luc Jouve. Et donc, nous avons pu créer ce premier service de médecine vasculaire et d'hypertension artérielle à Marseille, avec un objectif de rendre un peu lisible cette spécialité, bien sûr, mais surtout, en fait, de pouvoir avoir un adressage précoce des patients pour pouvoir les prendre en charge plus tôt, y compris sur la prévention. Donc, très rapidement, l'organisation de ce service, c'est sur 3 plateaux. Un secteur d'hospitalisation conventionnel qui est classique, réduit, petite taille, 10 lits mais efficace, où là on fait du curatif. On va faire du coup des urgences, on va faire des maladies rares. Et surtout après on a développé 2 structures ambulatoires, avec notamment un hôpital de jour qui est axé sur la prévention cardiovasculaire, avec plus de 1600 séances par an, qui est classé, si on veut donner un ordre d'un jugement de valeur, qui est classé 4e au point sur l'hypertension artérielle. Et le 3e plateau, c'est un plateau de consultation et d'exploration où on fait plus de 18 000 actes par an. Et donc, sur cette plateforme ambulatoire, on fait essentiellement de la prévention cardiovasculaire et ça fonctionne plutôt bien. Et à côté de cette organisation, ce qui vraiment, moi, a été un vrai déclic pour ma pratique clinique du quotidien, ça a été finalement des activités qui m'ont porté sur le terrain, en dehors de l'hôpital. Et notamment, en fait, en 2018, suite à une alerte mondiale sur la santé cardiovasculaire des femmes, Claire Mounier-Veillé, qui est PUPH à Lille, un chef de service de médecine vasculaire, est venue me voir, c'est une amie, et m'a dit « Est-ce que tu veux que Marseille devienne ville pilote pour son action Bus du cœur des femmes ?» Et donc avec la ville de Marseille, on a pu dépister sur 3 ans plus de 1000 Marseillaises. Et pour moi, ça a été vraiment un déclic parce que les personnes se comportent différemment en dehors de l'hôpital par rapport à une consultation. Il y a une simplicité parfois du discours qui existe. Et donc, ça a été ensuite, avec la PHM, la possibilité de faire d'autres actions, comme à destinée des jeunes via un festival de musique qui s'appelle le Delta Festival, où on va faire des actions de prévention. Et aussi en collaboration avec la ville de Marseille, on a organisé des villages santé dans différents quartiers de Marseille
pour pouvoir, destiné pas que des femmes, mais de toute la population, pour justement pouvoir délivrer ces messages de prévention. Et donc pour terminer, voilà, c'est vraiment cette modification de mon activité qui m'a fait vraiment prendre conscience que le curatif, c'est bien, mais d'essayer d'aider les gens plus tôt, c'est très satisfaisant pour les patients et pour le professionnel aussi. Merci beaucoup. Laetitia Buffet, tu es directrice générale adjointe de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui a conduit une expérimentation article 51, qui s'appelle, je crois, C6, qui est sur l'insuffisance cardiaque chronique. Raconte-nous à quoi ça sert, qu'est-ce que ça change pour le parcours des patients et quels sont les résultats de cette étude, de cette expérimentation, pardon. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Donc, le point de départ de cette expérimentation, en fait, c'était de se dire, donc là on est dans le champ de la prévention tertiaire, donc on est face à un malade chronique qui est déjà assez lourd et qui a besoin d'être stabilisé. Donc ce n'est pas exactement le même champ, et d'ailleurs tout ce que je vais dire va être sous votre contrôle, professeur, parce que je vais m'aventurer sur des terrains un peu scientifiques, donc tout ça est sous votre contrôle. Donc le point de départ de l'équipe qui a mené cette expérimentation était assez simple, c'est-à-dire que pour ces malades chroniques lourds, le mode de prise en charge à l'hôpital classique d'aujourd'hui, qui passe par de l'HDJ, de bilan, en gros, des consultations médicales qui parfois peuvent être assez éloignées les unes des autres, et de l'hospitalisation quand il y a une décompensation, donc un épisode aigu, que ce mode de prise en charge ne permettait pas de stabiliser suffisamment bien les patients, il ne permettait pas de concentrer de la prise en charge pour des patients qui restaient notamment à domicile. Les limites du système actuel, c'est 1, très consommateur de ressources médicales, de temps médical. Or, dans un certain nombre d'endroits, c'est quand même évidemment une denrée très rare. 2, le patient doit se déplacer physiquement dans les murs de l'hôpital. Ça, évidemment, c'est une contrainte dans un certain nombre de cas. Et puis 3, ça ne permettait pas d'agir de manière suffisamment réactive pour adapter des traitements qui peuvent être très lourds avec des thérapeutiques assez nouvelles. Et en cas de dégradation, d'agir assez vite pour éviter que le patient arrive à l'hôpital aux urgences. Donc ça, c'était le constat de départ de l'équipe. Face à ce constat, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah oui, juste un exemple de ce que ça donnait. Aujourd'hui, en insuffisance cardiaque sévère, le constat qui a été fait, c'est que plus de la moitié des patients, quand ils arrivent à l'hôpital au moment d'une décompensation, donc vraiment aiguë, 1, avaient des signes avant-coureurs d'aggravation qui auraient pu être pris en charge dans les 15 jours précédents, et 2, avaient une thérapeutique qui n'était pas complètement adaptée, c'est-à-dire un traitement qui n'était pas complètement dosé de manière efficace, optimale au moment où il arrivait. Donc voilà, un vrai champ d'amélioration possible. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a expérimenté dans 8 services de la PHP le système qui est le suivant. On a composé des équipes qui s'appellent des cellules d'expertise et de coordination, les SEC, puisqu'on a besoin d'acronymes. Voilà. Donc concrètement, c'est un docteur, un cardiologue, qui va déléguer un certain nombre de compétences à des infirmiers, voilà, dans cette petite cellule. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette cellule ? Elle va faire évidemment des bilans, de l'adaptation médicamenteuse avec un patient qui vient parfois à l'hôpital mais qui reste la plupart du temps à domicile. Donc c'est des coups de fil, c'est des examens à la maison dont on a les résultats et on peut adapter le médicament vraiment avec le patient qui n'a pas besoin à chaque fois de se déplacer. Quand il y a besoin, c'est de la télésurveillance. Quand ça se dégrade, c'est des consultations non programmées qui permettent de prendre le patient sans qu'il ait besoin de passer aux urgences et de déclencher de l'HAD si on pense qu'on peut passer par de l'HAD. C'est ça le système de la SEC autour du patient, avec une file active de patients qui a grossi au cours des ans. Au bout de 3 ans, le résultat, c'est lequel ? Je vous le résume très rapidement. Si on regarde patient par patient, on a une diminution de la durée d'hospitalisation moyenne qui est vraiment drastique, puisqu'on est passé d'un peu plus de 6 jours à un peu plus de 1 jour par patient. On a une diminution de la mortalité évitable et puis on a une amélioration du parcours patient. On a des patients qui sont contents parce qu'ils sont beaucoup plus autonomes dans leur parcours. Et donc, en gros, on a essayé, et juste pour le dire en une phrase avant de passer la parole, ce système, il existe déjà. En fait, il y a plein, évidemment, de services qui prennent en charge des malades chroniques lourds à l'hôpital, qui inventent ce type de petites cellules de coordination. Ça s'appelle l'IDE de coordination dans certains endroits, ça s'appelle l'IPA dans certains endroits. Voilà. Chacun a essayé d'inventer un peu son truc. Et là, l'idée de la démarche qu'on a entamée aujourd'hui et dont je parlerai dans la deuxième partie de la table ronde, c'est de passer de cette débrouille sans financement à quelque chose d'un peu plus structuré avec un financement à la clé. Alors justement, Guillaume Couillard, tu es directeur délégué à la gestion et à l'organisation des soins à l'assurance maladie. Donc, dans son dernier rapport Charges et produits, qui est notre Bible à tous, l'assurance maladie fait un constat aussi sévère finalement que le député que vous avez, qui a dû vous auditionner très, très certainement. Et vous définissez la prévention comme le défi de la décennie. Donc, est-ce que finalement,
des expériences comme celles qui sont conduites à Marseille ou à Paris intéressent l'assurance maladie et finalement quelle vision l'assurance maladie a de ces parcours coordonnés et comment elle peut accompagner les hôpitaux dans ces démarches. Alors évidemment, peut-être un mot sur le rapport chargé-produit, puisque effectivement c'est un peu l'origine du propos d'aujourd'hui. Le point de départ était assez clair, c'est de dire on a un déficit quand même important de l'assurance maladie, il faut quand même le rappeler. Hein. Quand on a dépassé les 15 milliards de déficit, ça commence à être très important. Et malheureusement, la tendance, toute chose égale par ailleurs, ne s'améliorera pas sans action extrêmement volontaire, extrêmement engagée de l'ensemble des acteurs du système de santé. C'est ça que racontait le rapport chargé-produit, avec trois piliers d'action. La prévention, on va y revenir, l'enjeu, la bataille de la décennie, les parcours de soins et les parcours de soins de qualité, et puis le juste soin au juste prix. C'était comme ça le triptyque que proposait l'assurance maladie comme engagement pour la pérennité du système finalement, parce que c'est de ça dont on parle. Si je viens sur la prévention, alors d'abord, l'assurance maladie a une feuille de route en propre assez claire sur la prévention et qui est assise sur trois piliers. Le premier, ce sont les dépistages organisés du cancer. Donc cancer colorectal, cancer du sein, cancer du corps de l'utérus, puisque nous avons repris en direct l'organisation de ces dépistages organisés. Et c'est un engagement extrêmement fort sur lequel on met évidemment un certain nombre de ressources, mais pour un enjeu qui est parfaitement documenté scientifiquement. Enfin, je parle sous le contrôle évidemment de ma voisine. Mais il me semble que les dépistages organisés du cancer sont des actions extrêmement intéressantes, évidemment pour les patients d'abord, pour eux, c'est bien de dépister précocement, et puis pour le système de santé dans son ensemble. Donc pour vous donner juste un ordre d'idée, on envoie environ 40 millions d'invitations par an. Hein. Donc ce sont des actions de masse qu'on fait pour améliorer ces taux de dépistage et que les populations cibles soient de plus en plus concernées par ces dépistages. Le deuxième pilier, c'est celui des vaccins. Alors j'insiste toujours un petit peu quand je parle de prévention sur le sujet des vaccins, parce qu'en fait c'est à la fois quelque chose que tout le monde connaît et en même temps on a des marges de progrès extrêmement fortes sur le sujet des vaccins. On dit toujours, on entend parfois que la prévention, ce sont des actions qui produisent leurs effets à long terme. Alors c'est parfois le cas, c'est pas du tout le cas des vaccins. Les vaccins sont des effets à court ou à moyen terme. On a vu, je parle sous le contrôle de mes trois co-partenaires de cette table ronde, mais il me semble que dans les hôpitaux, on s'est rendu compte quand on a eu un vaccin contre la bronchiolite. Il s'est passé quelque chose dans les urgences absolument massif, me dit ma voisine de droite. Donc les vaccins, c'est un outil quand même extrêmement puissant qu'on utilise évidemment, mais qu'on utilise encore trop peu. Hein. Vaccination contre la grippe, la population cible, c'est 53% de personnes qui sont vaccinées contre la grippe. 53%. Alors évidemment, c'est bien, on est à plus de 50%, mais enfin, on a encore des marges de progrès. Alors, je parle de vaccination contre la grippe, il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est un point extrêmement important pour nous, la vaccination, et on promeut toutes les initiatives qui visent à faire progresser ces taux de vaccination. Et puis le troisième pilier, c'est le dépistage précoce chez les enfants. Parce que notre conviction, c'est qu'évidemment, plus on dépiste tôt, et mieux on prend en charge et on évite les complications. Donc c'est troubles visuels, troubles du langage à l'école maternelle. On intervient directement en lien avec les PMI. C'est l'obésité infantile. C'est évidemment quelque chose qui est en général assez connu, MT-dents, donc la santé bucco-dentaire pour les enfants. Voilà quelques exemples, mais juste pour dire l'engagement vraiment déterminé de l'assurance maladie sur les sujets de prévention. Le sens de progression, d'amélioration de ces actes, c'est celui de la personnalisation. Et là, je vais rejoindre la question que tu me posais sur comment est-ce qu'on peut accompagner les acteurs. Notre conviction, c'est qu'un des éléments, c'est de donner aux médecins notamment, mais en fait à l'ensemble des professionnels de santé, les outils et les informations dont ils ont besoin pour faire ce qu'ils ont à faire. Je vais donner un exemple. On est en train de généraliser cette année un outil qui est finalement un tableau de bord
qui est disponible pour le médecin traitant, qui demain sera disponible pour l'ensemble des professionnels, parce qu'on va le mettre dans mon espace santé, donc tout le monde pourra le consulter, qui donne la situation du patient sur un certain nombre d'items de prévention. Est-ce que j'ai fait mon dépistage si je suis concerné par le dépistage? Est-ce que j'ai été vacciné si je suis concerné par la vaccination contre la grippe, etc. Et donc, quand le médecin a en face de lui le patient, il peut enclencher la discussion, dire tiens, je vois que vous n'avez pas fait le dépistage du cancer colorectal, vous n'avez pas fait la vaccination contre la grippe, et donc engager cette discussion pour obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire l'implication du patient dans sa santé et dans ses actions de prévention, ce qui est évidemment un élément extrêmement difficile. Donc, personnalisation, c'est donner l'information au professionnel quand il en a besoin pour être pertinent dans l'échange avec le patient. Un deuxième exemple, et puis je rebouclerai sur la question des parcours. Deuxième exemple, c'est la personnalisation, là pour le coup, vis-à-vis des patients. Donner au patient l'information pertinente dont il a besoin. C'est le travail qu'on a engagé avec Mon Espace Santé, avec des parcours personnalisés. Donc je vous encourage tous, je suis sûr que vous avez tous ouvert votre espace santé. Vous pouvez renseigner des informations dans Mon Espace Santé et Mon Espace Santé va vous répondre en suggérant des actions pour prendre soin de votre santé. Et si vous êtes dans des parcours, on développe un certain nombre de parcours. Le premier qu'on a développé, c'est la grossesse. Il y en aura d'autres derrière, sur les maladies cardiovasculaires associées, sur un certain nombre de maladies, pour personnaliser les conseils qu'on apporte aux patients, aux assurés. Ça, c'est en gros tout ce qu'on fait dans la prévention. Et évidemment, notre rôle, c'est aussi de soutenir tous les acteurs qui s'engagent dans ces sujets. Alors, je crois qu'il y a un sujet dont on va reparler juste après, qui est celui de l'article 51, donc je ne déflore pas le sujet. Mais je mentionne aussi toutes les initiatives qui sont prises sur le terrain, et je pense en particulier aux organisations de ville que peuvent être les maisons de santé ou les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, qui ont de multiples actions de prévention d'aller vers, comme on dit, qui sont extrêmement riches, extrêmement utiles, très adaptées à la réalité de chaque territoire, ce qui est évidemment très difficile pour nous à faire. Les acteurs locaux peuvent adapter les actions qui sont pertinentes par rapport aux populations de leur territoire. Et donc, il y a des milliers d'actions qui sont faites chaque année par les CPTS et qu'on est évidemment ravis d'accompagner par les financements qui sont dédiés. Alors, Gabriel Sarlon, on passe sur la deuxième partie de la table ronde qui est comment, à partir d'exemples, faire système. Donc, à la PHM, vous êtes maintenant membre d'une commission prévention. La PHM a une politique très volontariste d'aller vers, à développer des centres de santé dans des zones où malheureusement la médecine de ville ne veut plus aller pour des raisons de sécurité notamment. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire à travers cette commission prévention et comment vous pensez pouvoir industrialiser finalement ce que vous défendez à titre personnel ? Donc en effet, du coup, la PHM a une vraie volonté d'impliquer le CHU dans la prévention, et que cette prévention, mais comme on est tous d'accord autour de la table, devienne la vraie colonne vertébrale du système de santé et non pas une action à côté. C'est bien d'y penser, mais finalement, c'est pas ça l'important. Donc on a une vraie volonté de développer ça. La première action qui a eu lieu, c'est la création de centres de santé hospitalo-universitaires avec 4 centres de santé qui ont été créés avec des actions du coup de terrain dans des quartiers qui sont précaires à Marseille, et ça marche bien, on a un bon retour. Récemment, en effet, je suis donc présidente de la commission prévention en santé de la PHM, où notre idée déjà c'est de partager un petit peu les différentes actions de prévention qui sont menées à la PHM, essayer de faire un livre blanc et après essayer peut-être de réaliser aussi des journées de dépistage pour les professionnels de santé et pour les patients dans l'hôpital. Mais finalement, en fait, ce qu'on disait, c'est que la PHM, le CHU a de l'expertise, mais on ne peut pas avancer dans la prévention si finalement on ne travaille pas tous ensemble. Et donc, on essaye aussi, en effet, de développer des collaborations avec la médecine de ville, avec la pharmacie, la biologie médicale. Comme pour donner un exemple, pour ma spécialité, par exemple, on travaille avec la ville d'Aubagne et la CPTS d'Aubagne sur le parcours HTA. Et donc, en fait, on essaye de leur offrir, en tout cas à cette CPTS, la possibilité de nous adresser les patients pour faire ensuite des bilans un petit peu plus complexes d'hypertension artérielle, ça depuis 2-3 ans. Et donc ça aussi, en effet, c'est un bon exemple de partage entre la ville et l'hôpital pour améliorer la prévention.
De quoi avez-vous besoin pour aller plus loin? Alors, j'ai adoré cette question, parce que c'est la liste au Père Noël. Et à côté de moi, j'ai Monsieur Assurance Maladie. donc, ben voilà, j'aimerais une infirmière en pratique avancée. Donc en fait, c'est vrai que la plateforme que je trouve vraiment efficace, c'est notre plateforme de l'hôpital de jour. On a vraiment une structure qui est efficiente. Et en effet, mon souhait, mon rêve, mais enfin je pense mon souhait, parce que ça va finir par le devenir, c'est que quand un patient nous est adressé pour un bilan d'hypertension artérielle, on puisse faire un peu ce que vous faites en fait finalement avec le logiciel, reprendre tous les dépistages nécessaires à ce patient et donc créer des plateformes un petit peu transversales. Le patient arrive par une porte d'entrée et finalement, par nos compétences et la nécessité de métiers peut-être vraiment dédiés à la prévention aux maladies chroniques, comme les IPA en tout cas nous avons, mais peut-être il y a d'autres IT, pour pouvoir en fait, pour chaque personne qui est adressée vers une voie de prévention, pouvoir redresser ou l'aider ou le faire avancer dans d'autres maladies. Donc ça, je pense que c'est assez simple à réaliser, sans forcément besoin de financement, parce que notre hôpital de jour, finalement, il est autosuffisant, il fonctionne bien. Voilà, je pense que nos dirigeants sont contents de ce qu'il rapporte. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour ça. Après, ce dont j'ai besoin, mais je pense qu'on a tous besoin de ça, vous en avez parlé, et ça c'est plus complexe parce que c'est un niveau qui nous dépasse, c'est d'impliquer, d'embarquer la population dans cette prévention. Un exemple, parmi mes hypertendus, mais c'est national, c'est même mondial, un hypertendu sur 2 ne prend pas son traitement ou prend mal son traitement. Dans l'opération Bus du cœur des femmes, on avait organisé une semaine après le Bus du cœur des femmes, 50 consultations, 50 plages de consultation pour toutes les femmes les plus à risque. Seulement 40% de ces femmes sont venues sur ces créneaux dédiés. Donc, il y a un sujet. Comment on le fait évoluer, je ne sais pas. Il y a des outils probablement pour nous aider à cibler les bonnes personnes, peut-être pour lesquelles on pourrait passer plus de temps pour expliquer et favoriser cette prévention. Mais il faut embarquer la population. Et après, en tant que maire, je crois beaucoup, mais du coup, en effet, il y aura une action plus tardive là-dessus, mais je crois beaucoup à l'éducation de nos enfants, à l'éducation à la santé des plus jeunes, à un vrai enjeu dans les écoles de la République. Un exemple, mes enfants, dans l'école privée dans lesquelles ils ont accès à une formation de yoga pour le stress, à la formation de la bonne alimentation. Il faudrait que nos responsables politiques en fait œuvrent et nous aident pour que ça soit en fait dispensé dans toutes les écoles de la République. Et dernier point, et je m'arrêterai là, pour en effet venir à la responsabilité collective globale, et il faut en fait, pour embarquer la population, il faut quelque part offrir à cette population un environnement sain. Un dernier exemple, j'ai pris le métro. Qu'est-ce qu'il y avait? Du coca et des M&M's. Et on ne peut pas demander d'ailleurs dans le stand de Santexpo, pareil. Alors, voilà, mais dans le Santexpo, c'est pareil. Hein, il y avait des gaufres, il y avait des glaces, etc. C'est très bien. Mais on ne peut pas demander à notre population de faire des efforts, de se dépister, etc. si à côté de ça, on leur fait des offres qui les tentent. Et donc, il faut offrir en fait à la population un environnement sain. Ça, c'est en effet des décisions qui sont politiques, qui nous dépassent. Mais je pense qu'on est obligé d'en parler. Et dernière phrase, ce que je voulais dire, ce que je dis souvent à mes équipes pour les motiver, c'est qu'en fait, on ne gagnera pas la bataille de la prévention à l'hôpital. On la gagnera en amont, avant, dans les écoles, dans les lieux publics. Et voilà. Je vous remercie. Merci pour ce plaidoyer que nous partageons évidemment. Laetitia, donc à partir de l'expérimentation C6, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a souhaité diffuser finalement le modèle de plateforme tel que tu le décrivais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors cette petite cellule d'expertise et de coordination, là, dont je vous ai décrit le fonctionnement tout à l'heure, on est en train de travailler pour la dupliquer dans un certain nombre d'autres pathologies. Je vous cite quelques exemples. Le diabète, évidemment, puisque vous le savez, il y a un énorme développement de la population diabétique aujourd'hui et on a un énorme sujet de prise en charge demain à l'hôpital comme en ville. Donc le sujet du diabète pédiatrique adulte, le sujet de la fracture ostéoporotique, le sujet des patients âgés polypathologiques et le sujet des troubles du rythme cardiaque. Voilà, c'est les premières déclinaisons dans lesquelles on va essayer d'aller pour attraper le système qu'on a testé pour l'insuffisance cardiaque sévère et le dupliquer dans un autre cadre. Moi, je voudrais juste dire un tout petit mot sur les conditions de succès de cette nouvelle manière de prendre en charge les patients à l'hôpital. Évidemment, il y a le fait de ne pas y aller seul. Ce qu'on va proposer va être en fait une réponse à une commande du ministère, puisqu'on a une lettre de mission du ministère pour décrire ces nouveaux parcours. L'idée, c'est évidemment de ne pas y aller seul et qu'à la fois ce soit partagé par les structures hospitalières et que ce soit vu avec la ville. Puisque ça, c'est un point absolument majeur et je rebondis sur ce qui vient d'être dit sur le lien entre l'hôpital et la ville. Il y a deux angles sous lesquels il faut absolument qu'on avance en commun avec la ville. Un, c'est pas parce que l'hôpital prend en charge un malade chronique lourd, y compris sous un angle un peu nouveau de dépistage, de prévention tertiaire, que ce malade est capté par l'hôpital. Voilà, ça c'est une évidence. Ça veut dire qu'il y a évidemment un sujet d'adressage, un sujet d'information du médecin traitant ou du médecin spécialiste qui suit en ville, et puis aussi un sujet de se partager les alertes, c'est-à-dire de dire en fonction de l'état de santé du patient, même s'il est suivi à l'hôpital, il faut qu'il puisse aussi, pour un certain nombre d'actes, être suivi en ville. Donc tout ça, ça nécessite une coordination extrêmement étroite et on n'y arrivera pas si on ne se met pas d'accord sur le qui fait quoi dès le départ. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette petite cellule d'expertise et de coordination qui va piloter de la télésurveillance, du télésuivi, tout ce dont je vous ai parlé, eh bien, peut aussi être dupliqué en ville. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que l'hôpital qui puisse se saisir de ces manières de faire. La ville doit aussi pouvoir le faire. En tout cas, il n'y a pas de frein à ce qu'il puisse aller dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je mentionne juste une expérience qui est en cours en Ile-de-France. L'ARS a demandé à ce qu'on duplique le système des C6 pour l'insuffisance cardiaque sévère en C6 pour les insuffisants cardiaques en ville. Donc voilà, on avance aussi dans ce cadre-là pour réussir à faire de la médecine qui soit à la fois plus rapprochée et à distance pour le patient. Il y a un petit paradoxe, mais voilà, plus dense, plus de prise en charge et en même temps, le patient n'est pas obligé de se déplacer à chaque fois, si je dois le résumer vraiment à très grosse maille. Donc ça, c'est une condition sine qua non, évidemment, pour que ce soit transformant, c'est qu'on soit évidemment d'accord avec la ville, qu'on avance ensemble avec la ville. Deuxième condition, c'est évidemment qu'il y ait des financements dédiés parce que, et là, je voudrais mettre un peu les pieds dans le plat, ce qu'on est en train d'essayer de proposer, là, c'est un système dans lequel on va réduire les hospitalisations, potentiellement même éventuellement un peu réduire l'HDJ. Voilà. Ce que ça veut dire demain, c'est que les segments de l'offre hospitalière les mieux rémunérés vont on va essayer de modérer l'explosion de ces segments de dépenses. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi que les offreurs de soins s'y retrouvent. Il faut que ce soit financé parce que sinon juste ça veut dire évidemment qu'on se tire une balle dans le pied, pour le dire de manière un petit peu vulgaire. Et puis la dernière condition pour que ce soit vraiment transformant pour notre système de santé, évidemment, c'est qu'on arrive à passer le pas de la délégation de compétences, en tout cas de la paramédicalisation du suivi de ces malades chroniques. Et donc ça veut dire des protocoles de coopération clairs, ça veut dire de la formation de ces IPA à grande échelle. Voilà, et ça c'est évidemment, enfin pas de ces IPA d'ailleurs, de ces IPA, mais aussi et surtout de ces IDE avec protocole de coopération à grande échelle. Et ça c'est évidemment énormément d'organisation. Un mot pour terminer, pour vous dire que c'est pas de la science-fiction tout ce qu'on est en train de se dire, puisque l'objectif c'est de réussir à tester ces premières déclinaisons de ces cellules d'expertise et de coordination dans ces nouveaux parcours de soins à la fin de l'année 2026 et qu'on espère qu'on ne va pas être seul à la PHP, voilà, qu'on va être nombreux à y aller ensemble, évidemment. Merci beaucoup Laetitia. Alors, cette preuve de concept de cellules de coordination, elle a été permise par un article 51 et donc je pose la question à l'assurance maladie qui contribue à ces articles 51, mais faites attention parce que Cécile Lambert est dans l'assistance. Quel est l'avenir des articles 51 et comment finalement l'assurance maladie s'appuie sur les expérimentations qui sont conduites pour développer aussi de nouvelles actions autour de ce sujet de la prévention? Alors évidemment, on est très soutenant sur ces articles 51 dans la mesure... Déjà, sauf erreur de ma part, c'était à l'origine une proposition de l'assurance maladie, c'est ce qui est devenu l'article 51. On n'est évidemment pas tout seul, parce que l'ensemble
des acteurs et des administrations sont autour de la table pour regarder ces articles 51 qui sont quoi? Qui sont des expérimentations en fait d'organisations innovantes au sens où, pour reprendre, je ne sais plus qui l'a dit, mais quelque chose qui ne rentre pas dans les cases. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver un modèle, surtout un modèle de financement en général, pour des organisations de soins qui sont adaptées à des situations, à des pathologies, à des niveaux de sévérité, etc., mais qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre autrement. Donc l'expérimentation C6 dont on a parlé fait partie effectivement de ces articles 51. Alors, il y a des exemples maintenant, il commence à y avoir des exemples d'articles 51 qui rentrent dans le droit commun. Donc, alors, il y en a un notamment que je cite parce que c'est en plus en lien avec notre sujet de prévention, c'est le parcours coordonné renforcé sur l'obésité. Donc, qui, comme vous le savez, a été les textes ont été publiés il y a quelques semaines et donc maintenant, dans le droit commun, les équipes qui ont l'envie et les compétences sur ce sujet, mettre en œuvre ces articles 51. Alors ça veut dire quoi très concrètement? Ce sont des protocoles de prise en charge, tout simplement. Ce sont des protocoles de prise en charge. Alors selon les situations, 1 an, 2 ans, avec différents protocoles selon la situation du patient, qui font intervenir différents professionnels. Et donc il y a des forfaits qui permettent de rémunérer ces équipes, la coordination des équipes, etc. Là sur l'obésité, vous m'accorderez qu'on est sur un sujet vraiment très en lien avec notre thématique de la prévention. Donc, très attentif à ça. L'intérêt aussi des articles 51, je ne l'ai pas dit, mais j'insiste quand même là-dessus, parce que je pense qu'on partage tous, ce sont des expérimentations qui sont évaluées. Donc, c'est quand même important, parce qu'on investit quand même de l'argent des Français dans ces financements, donc c'est quand même important d'avoir ce temps d'évaluation. Et puis dès lors, évidemment, que cette évaluation elle est positive, eh bien, il faut évidemment trouver les voies et moyens de généraliser, c'est-à-dire de rendre possible à un stade non expérimental, autrement dit sur tout le territoire français, ces nouveaux modes d'organisation. Alors c'est pas toujours simple parce que notre système relève quand même une certaine complexité et donc faire entrer expérimenter quelque chose, c'est une étape, mais le rendre possible partout, c'est une autre étape, donc c'est plus ou moins facile. Ça met parfois un peu trop de temps aux yeux des acteurs qui portent le sujet, et ça, je leur concède bien volontiers ce point-là. Mais en tout cas, notre objectif, nous, il est très clair, c'est de pouvoir généraliser ce qui doit l'être. J'en profite juste pour un tout petit mot en rebond de ce que vous disiez quand même. Je rappelle que nous avons proposé, et on n'était pas tout seul à le faire, la généralisation du Nutri-Score, qui me paraît quand même être une bonne idée. Donc, comme c'est toujours pas fait, j'en profite pour le redire et refaire un peu de promotion pour cette proposition qui est pour le coup de la prévention primaire, mais qui est... Et puis, par ailleurs, et je termine là-dessus, on travaille en ce moment sur un parcours d'accompagnement préventif qui a été voté dans la loi de financement de l'année dernière, qui vise à proposer des parcours vraiment de prévention à des personnes qui ont des facteurs de risque. Donc typiquement, on va commencer par les maladies cardiovasculaires associées. Donc on va regarder des gens qui ont de la tension, qui ont peut-être un surpoids, etc. Et on va proposer des parcours adaptés avec de l'activité physique, de la nutrition, une prise en charge psychologique, pourquoi pas. Donc on est en train de construire ça, ça va mettre un petit peu de temps, c'est un peu nouveau. On le construit évidemment avec tout le monde, avec le ministère également. Et l'idée, c'est justement de continuer à pivoter et à recentrer notre système quelque part entre la prévention et le curatif, pas faire que du curatif, faire plus de prévention. Et donc c'est un outil parmi d'autres qui permet de prolonger ce mouvement. Bien, merci beaucoup. On a tenu le format de cette table ronde. Je pense que l'intervention suivante en présence d'Agnès Buzyn va poursuivre sur ce sujet puisque je sais qu'il lui tient particulièrement à cœur. Moi, je voulais dire à la fois un grand merci aux 3 intervenants qui se sont prêtés au jeu de la table ronde et puis dire également au public que ces sujets, on va continuer à les travailler dans les CHU et notamment pour contribuer à ce qu'on appelle la plateforme présidentielle
des CHU dans lequel on défendra un renversement assez fort du système de santé en faveur de la prévention et en faveur de la responsabilité populationnelle dans un esprit de santé globale. Merci beaucoup à tous les trois.